par rapport à mon travail, j'invitais toujours des auteurs, des gens que je rencontre. Parce que si on peut s'apercevoir le livre, l'homme libre, la mémoire du livre, pour moi le livre est important. Et ce qui m'intéresse avec les auteurs, les gens qui écrivent, c'est la voix. Souvent on a des livres où on ne sait pas qui c'est. Et depuis un certain nombre de temps, je mélange peinture et littérature ou poésie. J'ai commencé ça en Normandie. Donc tout à l'heure on a eu Nassara, c'était assez intéressant son travail sur le métissage. Actuellement on en parle beaucoup d'ailleurs. Et Sarah, donc je crois que Sarah on se connaît depuis un certain temps, quelques années. J'ai un peu suivi son parcours, en tout cas ce qu'elle a écrit au niveau de la poésie. Aujourd'hui on a choisi un livre, c'est Le Caresseur d'âme. Parce que c'était important aussi d'écouter un peu aussi le rapport à la poésie. Et en plus, par rapport à mon travail, il y a un rapport à la poésie. Et donc, Sarah, toi, tu écris depuis assez longtemps, je suppose. Depuis une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Enfin, comme l'écriture t'a toujours traversé, c'est toujours quelque chose qui est inné en toi, c'est un besoin constant d'écrire. Je crois que c'est la créativité m'a toujours traversé en fait. Je n'ai pas commencé par écrire étant jeune, j'ai commencé par faire de la musique au départ et je pense que j'ai 10 ans de piano et donc j'ai adoré la musique. Hein, je commence à 7 ans et j'ai beaucoup accroché à cet instrument et avec les émotions que suscite la musique en général, je pense que cette créativité s'est transformée en écriture à un moment donné de ma vie, parce que j'ai dû arrêter de faire de la musique, parce que j'étais plus en France, j'avais plus de piano. Et donc, à un moment donné, toute cette créativité qui est en moi, je pense, s'est déplacée de la musique vers l'écriture. C'est là que j'ai commencé à écrire avec une boulimie assez incroyable au début, hein, essentiellement de poésie, parce que j'ai écrit 500 poèmes en un an, que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, mais à l'époque ça a été très intense. Et donc après j'ai continué avec la prose, etc. Mais je pense que c'est surtout cette latence de s'exprimer, d'avoir des choses à dire, de pouvoir les transmettre, de pouvoir sublimer aussi, hein, c'est le propre de la poésie, surtout d'aller un peu dans les extrêmes, mais un genre qui permet ça aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Moi je pense, avant de lire Le Caresseur d'âme et d'en parler, peut-être tu avais quelque chose à dire, moi tu avais préparé. Rarement, mais il n'y a pas une tonne quand même. Il n'y a pas une tonne, c'est beaucoup. Hein. C'est un peu beaucoup. Hein. Je prépare quelque chose sur la mémoire et si vous êtes d'accord. Oui, ça se lit. Bon, ça se lit. Donc, je vais dire ça vite. Oui, oui. Je m'excuse que c'est des toits aujourd'hui. Je trouve que le thème est fantastique et puis on le voit bien dans les tableaux, enfin il apparaît dans beaucoup de tableaux. Moi je vais en parler un petit peu, c'est le couple en détail. Donc tout d'abord je voudrais te remercier de m'avoir invité et j'en suis d'autant plus ravie que je connais cette recherche intense et intérieure que fait Armand et qui peut effectivement ne le mener que sur le chemin des origines, de son origine, dans le besoin de planter son être dans des racines solides qui sont, comme pour chacun de nous, la connaissance d'où nous venons pour mieux nous appréhender nous-mêmes et nous projeter en avant. Il est bien sûr primordial, pour pouvoir rattraper le lien déjà commencé depuis des siècles, d'entretenir la mémoire afin de ne pas couper ce fil directeur de notre vie. Lien familial, collectif, porteur d'un héritage et d'un patrimoine sans précédent, puisque ce que nous initions, tant d'autres l'ont déjà initié avant nous. Choisir de couper ce fil en toute connaissance et toute conscience serait un acte délibéré qui présupposerait un total désir de briser une continuité pour des raisons personnelles et probablement fondées pour celui qui en prendrait l'initiative. Mais il est toutefois nécessaire, voire indispensable pour celui qui veut être éclairé, d'étudier la source de son existence afin de se révéler à soi et connaître ou reconnaître ce qu'il porte en lui, consciemment ou non, et de découvrir ce legs qui lui est donné. Ainsi, dans la poésie comme dans la peinture, s'imposent à l'artiste certaines couleurs, des mots plus ou moins fluides, des images plus ou moins brouillées qui ne sont pas seulement le fait de notre vécu, mais aussi d'une filiation, d'un héritage collectif, communautaire ou autre. Dans cette merveilleuse énigme qu'est notre existence, dans ce mystère que nous tentons chaque jour d'élucider pour mieux comprendre, mieux nous orienter dans le monde qui nous entoure, se dressent pour l'artiste des ambiances diverses qui, selon la façon avec laquelle il les assemble, détermineront son style. Ainsi, dans les peintures d'Armand figure un impérieux besoin de rappeler une famille,
enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, de recomposer des atmosphères familiales. Donc je pense notamment à la photo de mariage des parents, au baiser, aux amoureux du temps éternel, à la photo de famille, à l'homme du foyer, à la maternité, etc. Illustrant parfois dans une naïveté touchante des jours heureux. Mais ne peut nous échapper également cette nécessité de se débrouiller avec le drame, la Shoah, qu'il tente d'approcher dans son contexte multiculturel, dans son absurdité, plaignant se déporter au visage grave. Alors, mon interprétation, ne comprenant pas quelle sorte ça va sur lui, intégré d'une part dans une vie qui le remplit, symbolisée par la croix, sa terre d'accueil, et porteur aussi de sa propre religion, son identité israélite, dont l'emblème est l'étoile de David. Entre les deux, en fait, c'est assez frappant finalement. Pour moi, c'est assez simple. Pour laquelle, d'ailleurs, cette identité pour laquelle il sera condamné. Enfin, mon attention se porte bien sûr sur sa peinture intitulée La mémoire du livre, qui fait en fait l'affiche de l'expo, qui est là, voilà, qui parle d'elle-même et met en exergue l'essentialité de cette mémoire, de ce qui a déjà été étudié, rédigé, transmis. Il est intéressant dans ce tableau de se pencher sur le poids des livres que porte l'homme qui fait jusqu'à chanceler la chaussée, à défaut de celui qui les tient si précieusement. Ce thème de la mémoire est donc un thème admirablement infini et intemporel, car ainsi nous sommes issus, nous allons et nous irons et transmettrons aux générations futures. Je pense que la créativité émane en grande partie de l'importance de laisser une trace, celle que nous recevons ou souhaitons faire vivre, pour mettre sur le papier ou sur la toile. S'il est vrai que nous ne sommes en général pas conscients de l'influence de notre passé sur notre être, le connaître et l'assumer permet d'être plus fort. Connaître nos racines les raffermit. Elles sont porteuses de sens, consolident notre voie, celle que nous choisissons, prolongation de la voie initiale ou au contraire celle dont nous nous sommes écartés pour parfois mieux y revenir. Elle est la référence sur laquelle nous pouvons nous poser pour déterminer notre origine, continuer et repartir. Origine familiale, mais aussi histoire d'un peuple, nos souvenirs sont ancrés dans notre mémoire et sont des repères qui nous aident à nous situer, à avancer, à affirmer nos positions actuelles. Ignorer d'où nous venons est incomplétude, c'est comme suivre une branche sans connaître celle sur laquelle elle a grandi et pu prospérer, ou longer un fleuve en ignorant la source. La connaissance de son origine permet une meilleure identification de soi, elle enrichit notre vision et notre approche du monde et nous rend capables de le peindre de manière plus large, tenant compte de sa complexité et sa diversité au sein même d'une famille. La mémoire est présente en nous, que nous la portions ou non, que nous la connaissions ou non. Elle peut être cette ombre qui nous pousse à agir, à choisir telle ou telle voie, à opter pour un ajustement particulier dans une circonstance particulière. Elle peut être ce que certains appellent révélation, vocation, émotion soudaine ressentie de manière imprévue. Elle nous habite, nous oriente, nous hante parfois, nous amène dans des sphères auxquelles nous ne nous attendions pas, pour ensuite découvrir que nous avons choisi le même métier, par exemple celui de notre ancêtre, ou rechercher quelque chose de connu qui s'apparentait à ce que plus anciennement certains de nos proches ont vécu. Chacun ressentira à sa façon l'importance d'explorer sa mémoire. Ainsi les généalogistes y plongent, les historiens tenteront d'en faire des données universelles, les artistes retrouveront les couleurs et les saveurs d'antan mêlées à celles du présent, afin d'établir une nouvelle formule, leur propre conception du présent alimentée du passé, se tournant ou non vers l'avenir. Le temps de la mémoire, thème de cette belle exposition, est une véritable ode à la conscience, un bel hommage à ce qu'ils étaient eux, nos façonneurs, une reconnaissance envers ceux qui nous ont donné naissance et ont été notre point de commencement, l'origine peut-être de notre art, nous, être perceptibles et perceptifs. Il est également une formidable bouffée d'optimisme, on en a besoin d'ailleurs par ces temps incertains, car démontrant que rien ne s'efface, que les efforts précédents se prolongent et se transforment, que la trace qui nous guide vers nos représentations actuelles subsiste à travers nos personnalités et les signes ensuite. Ainsi la mémoire nous a enfantés et peut s'assimiler à un rôle de parents, de protecteurs, d'aimants, et nous offre un cadre d'où nous balisons avec des repères. S'il est vrai qu'à la naissance, un ange s'est posé sur nous pour nous retirer la connaissance antérieure, cela semble être pour mieux repartir sur un terrain vierge, et peut-être aussi pour que nous reconstituions ce puzzle immense qui nous a précédés, morceau par morceau, branche par branche, famille par famille, de nos parents.
Reconstituer cette mémoire est une magnifique célébration de l'humanité tout entière et nous donne à tous l'éternité. Notre existence serait un formidable passage, un lieu de passation, de transmission, de tradition, un moyen, en nous améliorant, de parvenir à un monde meilleur. C'est une grande ambition, mais il me semble que notre seule issue est de continuer sur ce fil avec dignité, de ne point le casser, de le tendre, au contraire, et de le hisser jusqu'au bout de nous-mêmes. Là où il sera repris plus en haut pour aller encore plus haut, vers une élévation de l'âme, vers le point où le reprendront ceux qui de nouveau porteront ce flambeau vers la lumière, celle qui nous éclairera et éclairera l'humanité de ces couleurs que l'artiste essaie de décrire de façon si ardente et si nécessaire. Les productions de l'artiste, qu'elles soient aériennes ou sombres, tendent toutes à décrire ce monde pour mieux le cerner. C'est ainsi qu'il raconte pour poser, qu'il poétise pour honorer, qu'il tente de réveiller ceux qui ne voient pas, ceux qui n'aspirent pas, ceux qui ont du mal à ouvrir leur champ de pensée de l'individuel vers le tout. Bon, moi, ce que déjà, par rapport à la définition, enfin, ce dont j'ai voulu parler ici, c'est pas restrictif, c'est juste la mémoire sur laquelle je me suis concentrée moi, c'était plus la mémoire de nos ancêtres, en fait, ce que nous recevons, inconsciemment ou non, ce qui nous traverse, ce qui dirige nos vies, et qui parfois nous amène à trouver peut-être... Comme le peintre qui a fait ça après son inspiration. Je crois qu'on va revenir quand même au texte de Sarah, et on va parler maintenant de poésie. Moi je voulais dire que dans la poésie de Sarah, je suis toujours... peut-être que j'ai une fausse pudeur, en réalité, mais quand même j'ai une certaine pudeur. Je trouve qu'elle a le courage d'écrire et elle parle de l'amour, mais tellement bien. Elle parle tellement bien des corps, elle n'a pas peur de dire les corps entre eux. Et je sens que dans son écriture, elle ne se cache pas. Elle va au fond de sa sensibilité, et si elle dit « nos corps se rencontrent dans la nuit », elle va le décrire. Et je trouve aussi que c'est une poésie qui ne cherche pas, justement, un élitisme dans son travail d'écriture sur la poésie, et c'est accessible. Et après, c'est à chacun aussi de percevoir et de rentrer dans ces textes, en tout cas de les ressentir. Moi je crois que Sarah, si peut-être tu pourrais choisir déjà un texte, et j'ai une proposition, si tu l'acceptes. Est-ce que vous acceptez de lire des textes de Sarah si on fait passer le livre? Oui. Vous acceptez? Tu veux, Sarah? On commence avec toi et on fait circuler le livre parce qu'on entendra des voix. Vous voulez? On fait ça, Sarah? Faut que tu commences alors. Le premier s'appelle La rougeur des pensées. Oui. Le deuxième s'appelle La caresse de l'âme. Sont très différents en fait. Donc c'est des univers. Alors il y en a un qui est beaucoup plus intimiste. Oui. Et l'autre, un peu moins. On va parler du deuxième. Sarah, c'est vrai que vous dites un petit briefing avant de commencer les poèmes pour comprendre, pour suivre sur le livre que... sur le bouquin. Voilà, le résumé. En gros, ce premier livre a été écrit il y a quelques années, donc à une école d'une grande fragilité. Enfin, j'étais dans une époque de grande fragilité. L'état d'âme de l'époque où vous avez commencé à écrire les poèmes. Voilà, donc La rougeur des pensées, c'est un recueil, comme je disais, très intimiste, où j'exprime vraiment les états d'âme qui m'ont traversé, qui étaient souvent assez douloureux. Mais quand je les relis aujourd'hui, parce que je me redécouvre en fait en les relisant quelques années après, parce que la vie a changé. Les chants désespérés sont les chants. Voilà, mais j'essaye quand même, enfin, il me semble, de terminer toujours chaque poème quand même par une note d'espoir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de poèmes qui sont un peu tristes, je m'en rends plus compte aujourd'hui que quand je les ai écrits. Oui, mais c'est du passé, vous savez, c'est du passé, aujourd'hui c'est du passé, la vision est différente, ils sont pas très pudiques comme dirait rarement, ils sont... Je suis allée quand même au fond des choses, je suis pas sûre qu'aujourd'hui je pourrais aller de manière aussi profonde dans les corps. À l'époque, vous étiez dans un autre... L'esprit était occupé différemment qu'aujourd'hui. Oui, la vie évolue, on évolue, voilà. Mais voilà, un poème comme La mort orgasmique ou bien la sensualité, voilà, des choses comme ça, c'est pas du tout... une connotation de sensualité, mais c'est pas érotique, il y a aussi un érotisme dans les textes, il me semble. Mais c'est vrai que c'est une période où je me questionnais énormément sur la vie,
qui va en être sur le sens qu'on peut porter à sa vie, sur la direction qu'on peut prendre, sur l'origine aussi, ça rejoint un petit peu, en tout cas la mémoire est une partie de notre origine, d'où on vient, à quoi ça sert tout ça, pourquoi, c'est une question un peu existentielle, peut-être que tout le monde s'est posé un jour, mais très concentré dans ce livre. Le second, La caresse de l'âme, c'est plus un recueil plus apaisé, je parle beaucoup de l'homme, enfin c'est surtout l'homme qui parle dans ces poèmes, alors que là c'est plus la femme. Et donc je me suis un petit peu mis dans beaucoup de poèmes, du moins dans la peau de l'homme. Le mieux c'est que je vous en lise, parce que c'est comme ça, on parlait comme ça, c'est très abstrait. Je vais dire le caresseur d'âme, justement, comme ça donnerait une idée. Il voulait caresser mon âme, anéantir mes soupirs, souffrir mon silence. Il rêvait d'apaiser mon regard, pénétrer mon esprit, voler aux quatre coins des ondes pressantes, dévier les mèches rebelles, vaincre un établi pensé et repensé pour une recherche autre d'un bonheur sans regret. Une révolte sur les champs du présent, transfigurer l'instant, oublier les secondes, les combler d'audace, de rêve, d'éternité. Ça Dieu, sais-tu ce qui se passe dans ce monde ici-bas, les circonstances atténuantes et tous les aléas. Dieu, sais-tu les blessures qui parcourent mon cœur, qui tiraillent mon esprit au gré de mes humeurs. Dieu, sais-tu que des hommes sans aucune morale torturent et gouvernent sous joug de l'esclavage? Connais-tu les famines et les pires catastrophes qui font que je ne puis terminer cette strophe? Dieu, es-tu là? Il voulait rassembler tous les exilés, jusqu'au profond du mal, retirer la santé. L'extase le mènerait à l'infinie lumière, le fin fond rapprocherait le ciel de sa terre. Il espérait créer une société vivante, l'enjeu était deux tailles, sa vie ou bien la mort. L'idéologie si chère aux dictateurs infâmes, qui de leurs mains fermées clouaient l'opposition, devait lever le pouce vers l'interprétation. Seul signe sauveteur des hommes et des âmes, les chiffres, les lettres, le corps, en harmonie rebelle, afin de révéler le Ensof fidèle au tétragramme vivant qui préserve le temps. Kabbalah. Il se disait chemin, une route impensable d'ordinaire, une voie imperturbable vers l'aiguille du silence, préparateur du temps, fuyant, intransigeant. Les émotions en reste firent de lui transition, englobant la lumière d'un hall déconcertant, s'enroulant dans la fresque de l'ombre de l'étrange. Le rêve l'avait transformé en matière, colorée à souhait et sans antécédent, transitant vers un abcès de sens, palpable, véritable, concevable. Il parcourait le cours des ruelles de nulle part, voguant de l'infini vers l'absolu espace, du néant vers l'inébranlable, du fantasme vers le mirage réalisé. Une vie qui coûte continuerait à vibrer. Une marche de ronde l'écrasant des éclairs, qui de leurs fissures démontrerait son existence, envers et contre celle qui avait brisé son éclat. Bien trop tôt, lors de l'incontournable. Et c'est lors d'une errance, hors de toute conscience, que je le rencontrai loin des sentes obstruées. Je le déviais des âmes torturées, bravant l'imposture, s'effaçant lentement. Je décidai alors d'arborer ce silence, et dans cette chanceuse distraction de l'univers, j'ai pris ce chemin, et je le finis. Et Paul prit la parole. J'ai vécu un rêve, un vieux rêve d'antan. Il était mon soupir, il était mon amant. Nous vivions enlacés, nuit et jour, ambiant, dans un espace à nous, pas d'ombre à l'horizon. S'il n'y a pas l'intonation qu'il faut, c'est pas ma faute. Et l'air du temps faisait face à l'amour qui prenait place, rougissant de ce vieux tambour, comme à la Genèse, un rêve d'Ève et d'Adam, un poème inédit, bien courant pourtant. Une pomme interdite vint à se présenter, elle croqua à pleines dents, lui en fut subjugué, mais rien ne compromit la femme ni l'amant. Elle procréa sans mal un merveilleux enfant, qui fort de cet amour embrassa le soleil, qui brillait à jamais de ses raies
turbule. L'Éden n'attendit pas un Messie réparant les faiblesses de l'automne, la tentation printemps, il s'unira jamais dans le vert espérance qui scintille encore dans tes yeux dévorants. La pomme qui tenta Ève, qui attira Adam, qui brava le serpent empoisonneur de sang, et le ciel salue la figure fugace du temps qui brûle encore, dans ce rêve perpétuel de notre existence. Un jour, j'ai fait un rêve. Les colombes s'envolaient dans l'éclipse du temps, la lune s'embrasait dans le soleil couchant, et la terre n'était plus qu'un mince firmament, illuminant les nuits d'un orange volage. Dans un ciel sans ombre, l'étoile s'est décrochée, et de son tremblement, l'ellipse du sommeil s'enfuyait dans l'élan d'un tourbillon sans vague. Un étrange présage se dessinait à moi, un océan de soie, une mer sans déroute, dans l'obscur mystère de la création. Révélation de l'imaginaire, le rêve se posa pour épouser la muse des airs controversés. C'est ainsi qu'à l'aurore des romances audaces, une âme s'est imposée, un fantasme image, qui transforma mon rêve en Bible des mille et une nuits. Je pense que j'ai fait une mauvaise liaison, c'est à l'aurore des romances audaces. Oui, des romances audaces. Oui. Des romances, il faut faire tomber sa voix, c'est une inflexion. Oui. C'est ainsi qu'à l'aurore des romances audaces, une âme s'est imposée. Moi, j'ai pas remarqué. C'est si, vous avez remarqué.